Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un point qui me semble très important lorsqu'on écrit des tests en mode TDD, qui est de partir de l'usage qu'on aimerait pouvoir faire de la classe qu'on est en train d'écrire ou qui n'existe pas encore. Ici, vous voyez qu'on appelle calculate avec deux paramètres. Alors il se trouve que IntelliJ IDEA est sympathique et me met le nom des paramètres tels qu'il les voit dans la méthode appelée. Je peux enlever cette configuration-là, puisqu'on ne l'aura pas forcément toujours avec nous. Donc si j'enlève cette option-là, voilà, on voit que on appelle calculate avec 3 et 21. Imaginons que le prix soit de 2 euros, que je mette 2, et là je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces chiffres. Voilà. Donc je voudrais pouvoir écrire ça autrement. Donc on va repartir de ce code-là, on va supprimer la classe de production qui existe. Je peux enlever les commentaires, vous avez compris le principe des trois phases du test. Et donc, comment j'aimerais pouvoir rendre ça plus explicite? Eh bien, le price calculator, par exemple, j'aimerais distinguer vraiment le fait qu'il y ait une quantité, un prix unitaire, et que je veux un prix total. Donc, par exemple, lui dire avec une quantité, quantity de 3, avec un prix unitaire de 1,21, donne-moi le prix total. Voilà. Donc là, par exemple, j'aimerais bien pouvoir utiliser ma classe de cette façon-là et avoir quelque chose qui soit un peu plus clair, donc ce qu'on peut appeler une API Fluent. API Fluent que je pourrais présenter autrement, par exemple, pour me passer à la ligne et rendre vraiment les choses plus explicites. Et on peut imaginer avoir des choses plus compliquées derrière, comme nous verrons peut-être une autre fois. Donc voilà, donc très important, je pars de l'usage. Vous voyez que tout est rouge, j'ai toujours pas de code de production, je pars de rien. Donc, comme d'habitude, je demande à l'IDE, à l'éditeur de m'aider à créer une classe qui est nouvelle, qu'on va intégrer dans Git. Voilà. Et donc, je vais vous montrer deux façons de faire cette implémentation. Donc, je lui demande de créer cette méthode-là, et ce que je vais faire, c'est que la méthode va renvoyer un price calculator, l'objet lui-même, ici, et donc return this. Donc, en faisant ça, ça va me permettre de chaîner les appels. Vous voyez que du coup, c'est la méthode suivante qui manque. Donc, la méthode suivante, je vais faire exactement pareil. Je vais lui demander de me renvoyer un price calculator. Et ici, on va faire return this. Et donc, l'erreur se déplace. Et la dernière méthode, donc pareil, qui renvoie une string nulle. Très bien. Donc, je reviens dans mon test. Et a priori, ça compile. Je devrais pouvoir lancer ce test. Donc, le test s'est lancé puisque je suis resté en autorun. Et donc on voit que je reçois nul alors que j'attends 3,63. Donc j'ai fini ma phase rouge, je passe à la phase verte. Et donc la phase verte, il va me falloir ici faire la multiplication des deux comme on avait fait précédemment. Donc je vais devoir ici stocker cette quantité dans une variable, dans un attribut de la classe. Ici également stocker le prix unitaire. Et ici, du coup, je peux faire i fois v plus, je mets tout de suite l'espace cette fois, non, pardon, hop, et je mets l'espace. Voilà, donc le test se relance, et le test est vert, voilà. Et donc le test est passé, et c'est vert. Donc, je n'oublie pas la phase de refactoring, donc ce code-là me semble propre, et je peux revenir ici, et donner un nom à toutes ces variables-là. Donc ici, on a quantity, et ici, on a unit price. Donc je vais renommer aussi celui-ci et celui-là. Voilà. Et donc mon code me semble propre. Je ne vois rien à ajouter, mes tests sont toujours verts. Donc ça, c'est une première solution. L'inconvénient de cette solution-là, c'est que vous voyez que si, quand je vais réutiliser ce price calculator pour un autre usage, price calculator, ici, vous voyez que je peux lui demander dans n'importe quel ordre, avec le prix unitaire, avec la quantité, ou donne-moi le prix total. Donc ça veut dire que je peux très bien, on peut très bien imaginer appeler cette méthode-là, alors que je ne lui ai pas renseigné les autres paramètres, ce qui pose problème.
Donc, je vais vous montrer une autre façon de faire ça, de façon plus propre et surtout plus sécurisée, avec beaucoup moins de risques de bugs. Donc pour ça, je supprime cette classe qui existait, et on va repartir. Donc on recrée la classe, voilà. Ensuite, on va créer cette méthode-là, ça on n'a pas le choix. Par contre ici, la différence c'est que je vais utiliser des helpers. Donc je vais passer par un système de helpers ou de builder interne. Je vais appeler celui-là helper 1 par exemple. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un new helper 1 à qui je vais donner ce paramètre i pour qu'il le stocke. Voilà. Donc cette classe, un new helper 1. Voilà. Donc je demande à l'éditeur de m'aider et il me propose de créer une classe ou une inner class, ce qui est parfait pour mon usage. Donc une inner class, c'est-à-dire que c'est une classe dans ma classe price calculator, elle est interne. Je la rends publique pour pouvoir accéder à ces futures méthodes. Et ici, on voit qu'il me manque un constructeur. Je vais lui demander de me créer un constructeur. C'est parfait. Et je sais que je dois tout de suite stocker ça dans un attribut de la classe. Avec un nom par défaut pour l'instant, c'est très bien. Je reviens à mon test. Et vous voyez qu'on est passé à la méthode d'après. L'erreur est sur la méthode d'après. Donc je refais pareil. Je lui demande de créer une méthode. Et là, vous voyez qu'il a créé la méthode dans le helper que je viens de faire. Donc je vais faire appliquer le même principe. Donc on va renvoyer un helper 2 et ici donc un new helper 2. Et celui-là, on va le créer avec le paramètre i et le paramètre v. Comme ça, il aura les deux et il devrait pouvoir faire l'ensemble du travail sur la fin. Donc je demande la création de cette classe, toujours une classe interne. Je ne la mets pas interne au helper 1, mais interne au price calculator. Voilà, elle vient se mettre en dessous. Je la rends publique comme l'autre. Et il me manque un constructeur, donc je lui demande de me créer le constructeur. Voilà, et je sais que je vais avoir besoin de stocker ça. Donc je stocke ce paramètre-là et je stocke également celui-ci. Voilà, je reviens dans mon test. L'erreur s'est décalée. Je continue, je demande de créer une méthode. Et vous voyez qu'il s'est mis directement dans le helper 2. Je dois renvoyer une string. Pour l'instant, je laisse nul. Voilà, l'objectif étant d'exécuter le test, souvenez-vous, et qu'il puisse s'exécuter, que ça puisse compiler. Donc là, tout compile, le test a pu s'exécuter, et donc je constate que j'ai nul à la place de 3,63. Donc il suffit d'aller faire l'implémentation, qui est ici assez simple, toujours, i fois v plus l'unité. Le test se relance, et voilà, mon test passe, j'ai fait passer mon test, il est vert. Donc je n'oublie pas, très important, la phase de refactoring. Donc sur cette partie de production, ça me semble correct. Et je vais renommer ici. Donc qu'est-ce que c'était que ce i initialement? C'était une quantité. Donc ce i ici, c'est donc une quantity. Et là, IntelliJ est sympa, puisqu'il voit qu'il y a un paramètre ici qui est dans le constructeur, et il me propose de le renommer en quantity. Et bien ça, c'est plutôt cool, donc il a tout renommé d'un coup. Et donc, je vais faire pareil ici. Donc ça, c'est également une quantity. Ah ben, j'ai la même proposition. Et puis ici, le V, qui était le prix unitaire, à savoir le unit price. Et là aussi, il me propose de renommer le paramètre du constructeur en unit price. C'est parfait. Il me reste juste à renommer celui-ci, ici. Donc, ça, c'était le unit price. Et le i de départ, qui était la quantity. Voilà. Ensuite, j'ai ces deux helpers-là, que je peux là aussi renommer. Donc, vous voyez que mes tests continuent toujours à s'exécuter. Je suis toujours dans ma phase de refactoring, qui des fois peut être plus ou moins longue, mais l'intérêt, c'est que vraiment d'investir, tout l'investissement que je fais maintenant rendra mon code plus lisible et plus clair, lorsque je reviendrai dessus plus tard. Donc ce helper-là, en fait, c'est un helper with quantity. Et ce deuxième ici, eh ben, c'est quoi? C'est un helper with quantity and unit price. Donc de toute façon, ça c'est des usages internes qui ne se verront que ici, puisque de l'extérieur, on ne voit rien. La différence par rapport à la solution précédente, si je refais le test, voilà, on va par exemple le faire dans une autre méthode.
Donc on va se faire un autre test, imaginons. Je peux le faire avec le raccourci clavier directement, voilà. Donc ici, si j'appelle mon price calculator, donc je crée un price calculator. Et donc qu'est-ce qu'il me propose comme méthode? Vous voyez que je n'ai que la possibilité d'avoir with quantity. Donc je fournis une quantité de 3. Ensuite, eh bien, il me propose que le unit price. Donc vous voyez que dans l'usage de ma méthode, je suis, ou le prochain développeur qui utilisera ma classe sera très fortement guidé et ne pourra pas se tromper ou appeler les méthodes dans un mauvais sens. Et en plus, il sait exactement à quoi correspond chaque paramètre. Et donc ici, pour finir, j'ai le total price que je vais pouvoir récupérer. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris tout l'intérêt de vraiment partir de l'usage et de ne pas hésiter à écrire vraiment la façon dont vous aimeriez pouvoir utiliser cette classe qui n'existe pas encore et de ne pas hésiter non plus, à part ce biais-là, à quelque part repousser un peu vos limites parce que parfois, en écrivant du code comme ça, on peut se demander mais comment je vais faire? Mais le comment, on le voit après, on voit déjà quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça doit produire et comment je peux utiliser donc vraiment l'usage. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.